Hi guys, c'est parti pour la review du 19e et avant-dernier épisode de cette saison 5. Alors, je dois avouer que c'était un bon épisode, mais que j'étais un petit peu déçue, parce que comme je vous l'avais dit, il me semblait que la bataille contre Ivar allait être sur 2 épisodes, donc du coup je m'attendais déjà à une bataille dans cet épisode, mais il y a quand même eu beaucoup de choses intéressantes, donc finalement je suis déçue, mais pas trop quand même, ça va. Et notamment, première chose très intéressante, c'est ce qui arrive à Floki, donc Floki qui va descendre dans cette grotte. Alors, du coup, on s'attendait forcément à ce qu'il y ait quelque chose d'un peu mystique, peut-être qu'il arriverait vraiment à Helheim. En fait, non, l'ironie, elle est tout autre, et vraiment, je trouve que c'est le meilleur moment de tout ce passage en Islande, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent pas apprécier, parce qu'ils doivent se dire, mais en fait, on s'est tapé tous ces moments chiants pour qu'au final, il n'y ait même pas les dieux dans cette grotte, en fait, c'est n'importe quoi. Et je trouve ça drôle. D'ailleurs, j'ai adoré le passage où Floki, il est en train de rigoler, et en même temps, il pleure. Enfin, c'est toute la folie du personnage. Et ça m'a beaucoup manqué d'entendre ce rire, mais c'est vrai que c'est hyper ironique, et je trouve ça chouette, en fait. Moi, j'adore cette, entre guillemets, cette conclusion, parce que elle est juste parfaite, en fait. C'est-à-dire que c'est hyper cruel, mais en même temps, c'est viking, hein. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Effectivement, il a amené tous ces gens sur cette terre, ils ont souffert, il a sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir construire une civilisation. Au final, première déception, ça se fera pas. Deuxième déception, ces dieux n'y sont pas, mais plutôt le dieu chrétien qui est là. Donc Floki découvre ce qui est historiquement vrai, que les premiers qui ont découvert cette terre, ce sont les chrétiens. Et là par contre, pour les historiens, c'est pas tout à fait sûr. Il semblerait que des moines irlandais aient donc vécu en Islande, et on les appelait donc les papars. Sauf que la seule chose qui semble vraiment montrer qu'ils ont vécu à cet endroit, ce sont les écrits d'un certain Dick Will, qui lui également était moine irlandais, et qui racontait les voyages de saints hommes vers les terres du Nord, et en l'occurrence donc il y aurait des moines irlandais qui seraient donc installés en Islande quelque temps, mais qui seraient repartis lors de l'arrivée justement des Nordiques, puisqu'ils voulaient pas cohabiter avec des païens. Le problème, c'est que ces fameuses preuves ne reposent que sur les écrits d'une personne que on peut pas vérifier, donc voilà, techniquement c'est un petit peu compliqué de valider ça et de dire c'est vrai. Donc je trouve ça vraiment chouette, qu'en fait il était tellement convaincu de la présence de ces dieux sur cette terre, en plus même quand il rentre dans la grotte, il est en train de dire je sens que vous êtes là, je sens que vous êtes là, mais en fait il s'est complètement trompé. Et on a envie de dire, et là c'est plutôt par rapport à quelque chose qui rapporterait plutôt à Vitserk, c'est ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire que si on fait des mauvaises actions, ils nous reviennent en retour, et là c'est clairement ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'en tuant Athelstan, il s'est peut-être provoqué le courroux du dieu chrétien, et donc d'une certaine façon Athelstan se serait vengé. En fait c'est un peu bizarre parce que bon, dans la religion chrétienne il n'y a pas de vengeance, normalement il y a le pardon, etc. Donc on n'est pas censé se venger, il n'y a pas de d'œil pour œil, dent pour dent. Donc techniquement ça n'a pas de sens, mais juste pour l'ironie dans le récit, voilà, dans le scénario, c'est juste excellent. Il y a Athelstan qui dirait ça, il dirait bon bah voilà, t'as voulu jouer, t'as pas réussi. Même Ragnar quelque part, je pense que ça lui aurait pas déplu que Floki reçoive une telle leçon, mais le problème c'est que Floki il a quand même déjà été puni par le passé, parce qu'il a quand même perdu Helga, il a perdu sa fille, donc je pense que par rapport à ce qu'il a fait à Athelstan, il a largement été suffisamment puni, et là c'est vrai que avoir tout ce périple, toute cette souffrance, voir autant de morts, des gens innocents qui sont morts et tout ça pour qu'au final ces dieux s'avèrent ne pas être là, c'est assez cruel, mais j'aime, voilà, l'ironie est vraiment chouette, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Vikings, c'est que des fois effectivement ils peuvent nous passer des trucs chiants, mais c'est vrai qu'au final il y a toujours un truc juste extraordinaire. Alors après bon, il y a toute cette question de se dire est-ce que Floki finalement... Alors, j'ai beaucoup aimé le fait que ses cris soient synchronisés avec l'éruption volcanique, ce qui nous fait quasiment croire que c'est lui, c'est sa colère et sa douleur qui provoquent justement cette éruption, c'est vachement bien fait. Et le problème c'est que si on prend un peu le côté réaliste de la chose, je vois pas comment il peut survivre. Il va faire une telle température dans cette grotte, enfin on voit même qu'il a du mal à respirer, parce qu'il y a toutes les poussières, il y a la chaleur, enfin toutes ces vapeurs et tout par rapport à la lave en fusion et tout, enfin déjà comment il va réussir à sortir, sachant que maintenant l'entrée elle est bloquée, enfin au niveau de l'oxygène, enfin de façon réaliste je vois pas trop comment il va s'en sortir, et en même temps, bon bah on est dans Viking, on est dans une série, on est dans une fiction, et on peut penser qu'il va donc s'en sortir, et qu'il va prendre un chemin radicalement différent. Alors il y a toute cette théorie par rapport au fait qu'il deviendrait le voyant, mais ça c'est quelque chose, enfin que je veux dire c'est limite prévisible, enfin quand le voyant est mort, on voyait venir le fait que ça pourrait être Floki qui le remplacerait, on voyait pas trop qui d'autre pourrait le devenir à sa place, mais je sais pas, enfin faudrait qu'il se passe tout un tas de choses dans cette grotte à ce moment-là, et aussi dans sa tête, un signe des dieux, quelque chose comme ça, quelque chose d'assez marquant pour qu'il puisse retourner à Kattegat et puis devenir vraiment le voyant. Ça peut toujours se produire, mais je trouve ça un peu prévisible, et s'il s'en sort, c'est vrai que c'est peut-être un peu too much, je veux dire, au bout d'un moment on tire beaucoup sur la corde, donc soit là il doit mourir, soit il devient le voyant, mais après je pense pas qu'il puisse faire quelque chose d'autre du personnage, ce serait très difficile. En tout cas, j'ai adoré cette thématique qui était quand même centrale à l'épisode, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'effectivement il y a cette question de Floki cherche les dieux nordiques et il y trouve le dieu chrétien, et on a aussi Ube qui lui s'était converti au christianisme et qui finalement lorsqu'il se retrouve en danger va demander l'aide des dieux nordiques, et on a Magnus qui fait semblant ou qui pensait peut-être vraiment avoir intégré la religion des Vikings, mais qui lui lorsqu'il va se retrouver en danger va demander l'aide du dieu chrétien. Donc voilà, il y a tout un dilemme, on se retrouve vraiment cette espèce de versus, voilà, la chrétienté contre les dieux nordiques, voilà, c'est un peu le versus de cet épisode, et ça a été très très bien mené pendant tout le long de l'épisode, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié, ce dilemme entre les deux. Et il y a un petit peu cette morale de dire il n'y a pas de vrai et de faux dieux, parce qu'en fait il y a peut-être autant de dieux qu'il y a de croyances différentes, et par conséquent une vraie religion c'est une religion en laquelle on croit, c'est-à-dire si quelqu'un croit en une religion ça veut dire qu'elle est réelle pour lui, et si une personne croit en une religion différente c'est parce qu'elle est vraie pour cette personne-là également. Witser, lui, avant d'engager la bataille, tient son petit Bouddha dans les mains, donc on voit que vraiment la religion bouddhiste c'est quelque chose qu'il a vraiment intégré. En tout cas, lorsque Floki est peut-être à 2 doigts de mourir, il va pas implorer les dieux ou quoi que ce soit, la seule personne dont il va donner le nom c'est Helga, et je trouve que le choix en lui-même est quand même pas si anodin que ça. Du côté d'Ube va avoir donc lieu le fameux combat, je m'attendais à quelque chose de spectaculaire, et en fait ça a été un combat plutôt réaliste, c'est-à-dire qu'on avait des temps morts, on sentait fortement les coups, enfin on sentait vraiment la douleur. Ils étaient pas en train d'engranger les coups comme on peut voir dans un tas de films d'action ou de séries ou autres, à chaque fois ils prennent un tas de coups et c'est pas réaliste, et ils ripostent comme ça sans arrêt en prenant un tas de coups alors que c'est pas du tout réaliste, et là ils prennent des coups, on voit que ça les assomme, on voit que ça les met à terre, il y a des temps morts et ça reprend, on a tous les encouragements des autres vikings, donc ça galvanise un petit peu les combattants. On a côté Torvi qui est totalement inquiète, et nous on fait la même tête que Torvi parce qu'on espère qu'il va rien se passer, mais bon, globalement on sait que quand même Ube il va s'en sortir, parce que s'il s'en sort pas, je veux dire c'est des morts les plus... Pour un fils de Ragnar c'est quand même un peu dommage, donc on sait quand même que comme il a des sacrées qualités de guerrier, ça va forcément être un combat intéressant, et effectivement il est quand même en face d'un mec qui est quand même assez costaud, assez grand, donc ouais, on a un petit peu peur quand même. Et puis on les voit mordre la poussière, on voit que c'est compliqué, c'est un combat assez lourd. Je pense que là on se rapproche vraiment des combats de l'époque, et pour ça j'ai bien apprécié, parce que même si c'était pas spectaculaire, c'était pas le but, c'était réaliste et c'était très immersif. Et c'est lorsque Ube va penser qu'il va mourir, qu'il va se faire tuer par Frodon Sake, qu'il va implorer donc l'aide d'Odin. Et c'est là où moi j'ai pas trop compris, c'est que pour moi j'avais bien intégré le fait que Ube avait de toute façon été devenu chrétien, tout simplement parce qu'il le fallait à ce moment-là, c'était seulement par intérêt, c'était seulement parce qu'il fallait aider et que c'était pour son peuple et tout ça, donc je voyais pas ça du tout comme une réelle conviction personnelle, et par conséquent le fait qu'il soit obligé de le justifier par la suite en disant bah cette croix elle représente rien pour moi, je la porte comme un collier et au final je crois toujours en nos dieux, enfin moi j'en ai pas du tout douté, donc là il y a quelque chose qui m'est un petit peu passé au-dessus de la tête, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il est quasiment laissé pour mort, hein. Il a pris tellement cher, bah, c'est pas il s'en sort et puis il est en train de faire le fanfaron, merci les gars et tout, et puis tout le monde c'est génial, non, il se retrouve sur une charrue, il est pas en très bon état, d'ailleurs à un moment donné on se demande si même il est pas mort, il est tellement blessé, et je sais pas comment ils ont fait ça, parce que déjà l'acteur ressemble beaucoup à Travis Fimmel, et là avec les blessures il ressemblait tellement à Ragnar, ça a été bluffant, puis en plus il a des yeux bleus perçants et tout, c'est assez incroyable, et autant quand il est sur le sol par terre là au milieu des feuilles, ou autant quand il est sur le lit, il ressemble terriblement, c'est assez incroyable. Du côté du château, on a Judith qui est en train de mourir, qui meurt paisiblement. Alors moi je suis un peu choquée en fait, j'étais pas prête en fait, je savais qu'elle allait mourir, mais j'aurais dû m'y attendre que d'un épisode à un autre on n'allait plus la voir en fait, et je m'étais pas préparée au fait que le dernier épisode, c'était le dernier épisode dans lequel j'allais l'avoir parlé, dans lequel j'allais vraiment l'avoir joué et tout, donc j'avoue que ça m'a fait un coup moral. Dès le début de l'épisode, elle meurt, comme ça c'est fait, merci, au revoir. Ouais, ça m'a fait un petit choc. Bon, effectivement elle meurt de façon assez paisible, hein. De toute façon elle meurt d'un cancer du sein, donc elle va mourir dans un lit, ce qui semble assez normal. Et plutôt que de laisser Alfred faire son deuil, Lagertha, qui était quand même amie avec Judith, va quand même un petit peu lui rappeler qu'il est pas là pour s'endormir un petit peu sur ses lauriers, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a sacrifié, tout, jusqu'à peut-être même sa santé, c'est pas pour qu'il retombe dans la facilité ou dans la faiblesse, voilà, à se retrouver encore la proie de ses ennemis. Si Judith a fait tout ce qu'elle a fait, c'était seulement par amour pour son fils et pour qu'il devienne un grand roi, et donc voilà, il faut absolument
finalement qu'il honore la mémoire de sa mère. Et je pense que ça veut dire que peu importe ce qui peut se passer, même s'il a des moments de faiblesse ou quoi, c'est le fait que sa mère soit morte et qu'elle ait donné sa vie pour lui, qu'elle ait vraiment fait toute la fin de sa vie, elle a tout fait pour lui, il lui doit quelque chose, et donc il n'aura pas le choix que de se comporter de la manière dont sa mère voulait, parce qu'il voudra absolument respecter la mémoire de sa mère. Donc c'est une manière, par sa mort, de toujours être là auprès d'Alfred et qu'il suive le destin qu'elle lui a tracé. Lagertha, elle a un nouveau look, je dois dire que j'apprécie, même si voilà, maintenant ça la vieillit pas mal, parce qu'effectivement elle avait les cheveux argentés et tout, mais tellement belle qu'elle faisait toujours jeune et ça faisait bizarre, mais là avec son accoutrement et tout, on sent la vieillesse, en plus elle boite, donc on voit vraiment un changement physique très important, et on comprend justement par tout le moment où on voit effectivement ce qui s'est passé après la bataille, on comprend le choc psychologique et tout, elle tombe face à cette espèce de sorcière, je sais pas si elle a jeté un sort ou quoi, cette guérisseuse, elle est un peu bizarre, mais elle lui fait comprendre que de toute façon sa vie passée est terminée, donc je suppose sa vie de guerrière, de toute façon vu comment elle en train de clopiner, c'est pas comment elle va faire. Donc se pose la question, qu'est-ce qu'elle va faire à Kattegat? Elle va pas se battre, je sais pas, enfin son avenir est totalement flou, et ce qui est assez bizarre, c'est que de la façon dont on voit le personnage, moi j'ai vraiment l'impression qu'elle est sur sa fin, et quand elle parle d'une nouvelle vie, enfin une nouvelle vie pour faire quoi, enfin je veux dire c'est la fin, je veux dire, et même elle se voit, elle est défigurée, enfin il y a plus de belle Lagertha, de Lagertha forte, que ce soit la beauté ou que ce soit sa force physique et tout ce qui la caractérisait, parce que c'était quand même une femme qui était enviée, enfin désirée par les hommes et tout. C'était une grande guerrière qui était hyper respectée, donc elle a perdu un peu ces deux choses-là. Donc il va lui rester seulement son esprit politique. C'est de ce que j'ai compris un petit peu par rapport à ses discussions avec Judith et tout. Je pense qu'il y a peut-être ça qui l'intéressait aussi chez Judith, c'est que c'était une stratège politique aussi, donc peut-être que Lagertha va plutôt avoir ce rôle-là maintenant. Mais de toute façon, elle est sur la fin de sa vie, mais voilà, combien de temps encore ça va durer, je sais pas. Par rapport à Floki, Lagertha, je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec, et j'avoue que ça me perturbe pas mal. Alfred va accompagner donc les Danois en Est-Anglie pour donc leur donner les terres que Ubbe leur avait promis. Et là, c'est quand même 3000 Danois, parce qu'effectivement, Lagertha, Ubbe et les autres n'étaient pas venus avec beaucoup de personnes, donc ça ne permettait pas vraiment de faire une réelle civilisation. Là, il y a 3000 Danois qui vont s'installer de façon définitive. En plus, ils sont très contents de voir que les terres sont propices à un tas de cultures, à un tas de choses, ça va être vraiment intéressant, ça va être une civilisation qui va devenir pérenne. Et forcément, ça émeut les personnages, ça émeut Lagertha, ça émeut Torvi. Alors effectivement, Ubbe, il a son petit conflit personnel, intérieur, donc du coup, il montre pas sa joie par rapport à ça, mais c'est certain que c'est le cas. Et j'ai bien aimé le moment où Lagertha justement rend hommage à Ragnar en sentant la terre et tout ça, parce qu'on se rappelle quand même qu'ils étaient fermiers. Enfin voilà, à la base ils avaient pas de grandes ambitions, et c'est vrai que la première ambition de Ragnar c'était un petit peu d'avoir des terres à cultiver et tout. C'était au départ des ambitions qui étaient quand même assez simples, et ils ont réussi quoi, même si Ragnar n'est plus là. D'en haut il doit voir ce qui se passe et il doit être très content, donc j'ai bien aimé justement qu'on fasse ce rappel à ça. Et justement Lagertha qui n'arrête pas de reparler de Ragnar, on se dit que finalement elle est prête à le rejoindre et que ça sera dans peut-être pas très longtemps. Donc étonnamment, tout le monde part du Wessex. Alors, mais Ubbe et Torvi, moi qui m'attendais à vraiment une grande fraternité entre Alfred et Ubbe, ça veut pas dire qu'il reviendra jamais. Je pense que c'est parce qu'il en a marre de faire l'imposteur et de faire comme s'il était chrétien alors que c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il y a pas mal de ça qui fait qu'il a envie de partir. Peut-être aussi parce qu'il a effectué sa mission, il a effectué tout ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire il a aidé Alfred et il a effectivement pu donner des terres qui sont profitables maintenant aux Vikings. Donc il a réalisé un rêve de Ragnar et il a aidé des gens, enfin voilà, il a fait tout un tas de choses. Maintenant, il n'y a plus grand chose à faire, peut-être va-t-il revenir par la suite pour aider Alfred pour d'autres choses, peut-être va-t-il avoir de nouvelles terres, je ne sais pas. En tout cas, il semble que tout le monde rentre à Kattegat. Pas sûr de ce que ça va donner. En tout cas, en trailer du prochain épisode, on a Ivar qui dit « Tous mes frères sont contre moi », donc je suppose que Ubbe va faire partie de la bataille. Lagertha, qu'est-ce qu'elle va faire un plan, je sais pas du tout. Mais ça donne vraiment l'impression, c'est ça le problème, comme je disais, même par rapport à Judith, c'est les timelines en fait. J'ai du mal à comprendre avec le temps et tout, et là ça donne vraiment l'impression que c'est rushé à mort juste pour qu'on puisse réunir tous les frères, enfin tout le monde de la série quasiment, à Kattegat pour le combat final. J'aimerais bien qu'au niveau du temps, ce soit un peu plus, qu'on comprenne un peu mieux, que ce soit un peu plus explicite, parce que là, j'essaie de deviner si parfois il y a des parties, on a l'impression que ça dure pas autant de temps que les autres parties en termes de temps, ou que ça se passe pas au même moment, c'est compliqué, j'ai du mal à gérer tout ça. Du côté d'Ivar, effectivement ça se passe pas bien, parce que Freydis n'allait quand même pas se laisser faire, elle demande où est son fils, et le bel amour parfait qu'il y avait entre les deux tourtereaux, donc va forcément s'éteindre, hein, puisque de toute façon Freydis se retourne contre Ivar vu qu'il a tué son enfant. Mais lui, il est choqué, pour lui ça ne peut pas être son enfant, c'est quand même hyper prétentieux quand même. D'ailleurs, il le dit, cet enfant défiguré, donc voilà, par rapport à ce que vous disiez en commentaire, par rapport au bec de lièvre et tout, ça a l'air d'être totalement ça.
ça. L'enfant a donc été dépecé par un renard, autant dire que... de toute façon, comme elle a dit, il est sûrement mort de froid avant. Dans tous les cas, c'est pas la meilleure des morts. De toute façon, pour une mort pour un bébé, déjà, c'est limite, mais voilà. Moi, ce que je comprenais pas, c'est que beaucoup de gens s'attendaient à ce que Ivar ait beaucoup de nuances, qu'il puisse être à moitié gentil, à moitié méchant, qu'on puisse se prendre en pitié, et au final, moi, depuis le début que j'ai vu, effectivement, il y avait peut-être des raisons de souffrir, et donc c'est pour ça qu'il était méchant et tout, mais pour moi, il a toujours été foncièrement méchant, quoi qu'il arrive, donc je l'ai toujours vu comme un méchant, et ça n'a pas changé, c'est un très bon méchant, mais je suis pas surprise qu'il soit méchant, en fait. J'ai même du mal à comprendre comment on peut encore y voir des nuances, à moins qu'il y ait un changement psychologique incroyable et que du coup il devienne doux comme un agneau, ou je sais pas, qu'il se remette beaucoup en question, qu'il se dise que finalement il a envie d'être avec ses frères et tout, alors que fin de saison 4 il avait tué son frère. Clairement, son destin il est scellé, c'est un méchant, il restera un méchant, et je vois pas comment ça peut changer, et s'ils essayent de faire un changement, ça sera pas très crédible. Et Ivar, qui n'est pas bête, qui se demande si son fils est vraiment son fils, parce qu'elle dit quand même, j'ai eu tort d'en parler comme si c'était un dieu, parce que c'était quand même un enfant comme les autres. Donc là, première petite puce à l'oreille, la façon dont elle a dit ça. Et ensuite, lorsqu'elle dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, et là, c'est qu'est-ce que t'as fait pour moi, qu'est-ce que t'as fait, et effectivement, cet enfant, il doit pas être de moi, donc c'est-à-dire que t'as fait quelque chose pour que cet enfant, il arrive. Et là, effectivement, il commence à l'étrangler et se pose la question de pourquoi il la tue pas, parce que moi, j'étais partie du principe, à partir du moment où il va découvrir, ou du moins penser que c'est pas son fils, elle allait finir en ragoût de la marmite ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, il va lui faire des trucs atroces, déjà, des gens avec qui il a pas d'affinité, il leur fait faire des trucs horribles, mais donc du coup, des gens à qui il a fait confiance, qu'il a aimé tout, qui finalement l'ont trahi, ce serait tout autre chose. Au final, il la tue pas, peut-être parce qu'il a pas de preuves, et aussi parce que comment ça passerait aux yeux des gens aussi, aux yeux du peuple, qu'il prendrait pour un véritable taré, un véritable monstre. D'ailleurs, il avoue même pas qu'il a tué son fils. De toute façon, c'était même pas possible qu'il avoue ça. Les gens l'auraient pris pour, encore une fois, un monstre, et surtout quelqu'un de fou, parce que pour tuer son enfant, faut quand même avoir une sacrée araignée au plafond pour faire quelque chose comme ça, et donc il va donc dire à tout le monde que cet enfant a été repris par les dieux, cet enfant, béni des dieux et tout, qui a été repris par les dieux, et qu'il aimait pourtant énormément, qui comprend pas pourquoi les dieux lui ont repris la vie, et tout ça. Alors là, c'est totalement d'épique envers Freydis, qui les regarde d'un œil noir, et on se dit que Freydis pourrait faire quelque chose pour renverser Ivar à sa façon, quitte à se sacrifier ou quelque chose comme ça. Je sais pas, en tout cas, on a besoin de femmes fortes dans Vikings, donc j'aimerais bien qu'elles deviennent plus fortes, j'aimerais bien qu'elles deviennent plus sournoises, ça pourrait être très intéressant, mais elle peut effectivement avoir un grand rôle à jouer dans la destitution d'Ivar et potentiellement par la suite sa mort. Donc effectivement la menace vient de partout, d'autant plus qu'il croit que Hvitserk et donc le roi Olaf vont l'attaquer au printemps, sauf que tout le monde est déjà là, tout le monde est sur le sentier de la guerre, on a déjà Bjorn qui est arrivé, on a Hvitserk et le roi Olaf, donc ça commence à faire du monde qui est déjà là alors qu'il n'est pas au courant, c'est-à-dire que quand il va commencer à mettre en place ses défenses, il aura même pas le temps de les mettre vraiment en place, qu'il va déjà se faire attaquer, donc il va être très affaibli, et en plus il y a quelqu'un qui l'en veut vraiment à mort à l'intérieur, plus potentiellement des gens du peuple qui ne disent rien. Ça va être très compliqué pour lui. D'ailleurs, on se demande si Ivar finalement ne reconnaît pas le fait qu'il n'est pas un dieu, puisque s'il n'a pas mis un enfant au monde de façon miraculeuse, si vraiment Freydis a couché avec un autre homme, cet enfant divin n'a donc pas existé, et donc il n'est pas divin. Et d'ailleurs, on l'entend plus dire que c'est un dieu, il est plus en train de se la péter. D'ailleurs, il dit les dieux nous protègent, les dieux ont repris mon enfant, etc. Les dieux, mais il ne dit plus je suis un dieu, je vais vous protéger ou quoi que ce soit. Donc on sent déjà qu'il y a une distance par rapport à ça. Et effectivement, même s'il a l'air d'être plein de convictions, on sent quand même un Ivar qui est fragilisé, et juste avant une guerre, c'est pas bon signe. La tempête fait rage, et donc de nombreux hommes vont tomber à l'eau pendant le périple de Bjorn, Harald et Magnus pour aller à Kattegat. Je suis un peu déçue que Magnus ne tombe pas à l'eau, mais bon, vu qu'il sait s'aborder lui-même, de toute façon, c'est pareil, on sait qu'il va mourir dans le prochain épisode et on sera pas très triste, même si effectivement, le fait qu'ils soient un peu énervants, j'aime bien. Et c'est intéressant parce que dans cet épisode, on a beaucoup de proches d'acteurs qui sont venus pour jouer avec eux. On a les frères de Catherine Winnick qui jouent, il y a un roi et puis l'autre je sais plus qui, danois là lors du combat contre Ubbe. Deux des acteurs sont les frères de l'actrice Catherine Winnick, et on a la compagne d'Alexander Ludwig qui joue Amma, qui est celle qui demande à Magnus pourquoi tu pries ton dieu chrétien, voilà, ça n'a pas de sens, et donc elle c'est la compagne d'Alexander Ludwig, et donc c'est assez marrant qu'ils aient fait venir pas mal de proches, de sachant déjà par exemple qu'il y avait les filles de Michael Earth qui jouaient dans Viking, enfin il y a toujours celle qui joue Torvi, elle est toujours là, mais voilà, c'est assez marrant comme quoi au fur et à mesure du temps ils arrivent à amener tous un peu leur famille, leurs proches et
et tout dans la série, je trouve ça assez chouette. On a le droit à une petite querelle enfantine entre Björn et Harald, et j'ai bien aimé. Alors déjà l'arrivée de Björn, visuellement, je l'ai trouvé vraiment chouette, il arrive comme ça badass dans l'eau et tout, avec les bateaux derrière, j'ai vraiment trouvé visuellement chouette, et j'avoue que déjà dans le trailer ça m'avait tapé dans l'œil ce moment-là, le fait de le voir dans l'épisode, je trouvais ça très chouette. Et la querelle est vraiment sympathique parce qu'on se dit mais ils ont beau être des hommes, ils ont beau être des rois, des guerriers, etc. Des gens qui ont quand même prouvé beaucoup de choses. Quand il s'agit d'amour ou quand il s'agit de gloire et d'honneur, ça reste quand même des gamins. C'est-à-dire que tous les deux ils veulent être rois de Kattegat, tous les deux ils veulent Gwenhild, donc voilà, il y a une rivalité entre les deux qui est totalement infantile. On dirait deux petits frères qui sont en train de se battre pour, je sais pas, la dernière part de pizza. C'est assez marrant. Mais c'est sympa, donc on a un petit combat comme ça, on se dit bon, est-ce que ça va donner quelque chose à la fin, et en même temps, autant Björn qu'Harald, on n'a pas envie de les voir mourir, donc effectivement, même Gwenhild, elle met une grosse tarte à Björn. Je pense savoir qui porte la culotte dans le couple. Hein. Ça leur remet les idées en place, surtout qu'en plus, c'est la seule personne qui vont vraiment écouter, parce que tous les deux ils sont amoureux d'elle, et voilà, ils vont pas aller la frapper, ils vont pas aller la combattre, ils vont pas non plus aller dire qu'elle a tort. Mais en tout cas, ils vont remettre ça à plus tard, c'est ce qu'elle dit, remettez ça plus tard, et quel que soit l'objet de votre querelle d'ailleurs, parce que ça peut être toujours dans quelque temps le trône de Kattegat qui soit l'objet de leur conflit, tout comme ça peut toujours être elle, et ça elle en est consciente. Björn va donc retrouver Hvitserk. Bon, de toute façon on s'en doutait bien que ça allait bien se passer, mais Björn pensait que Hvitserk était encore un gamin, et on voit que le temps est passé et que chacun, par ses histoires personnelles, par tous les parcours qu'ils ont eu chacun de leur côté, ont grandi d'une bonne façon pour la plupart des frères Lodbrok, mais par exemple pour Ivar c'est pas du tout le cas. Et Hvitserk qui était catalogué par ses frères de suiveur, d'un petit peu gamin, qui était plutôt en train de s'amuser plutôt que de penser à son futur, et à penser à la gloire, à penser au pouvoir, ou ce genre de choses, ou même à servir les intérêts de son père. Finalement, Björn se rend compte que le petit Hvitserk a bien grandi, et que maintenant, il veut tuer Ivar. Et d'ailleurs, ces mots sont quand même assez lourds de sens, parce que pas seulement il veut tuer Ivar, pour lui, c'est son destin. Donc ça veut dire qu'il part du principe que, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il devra faire, en fait. C'est son but, et c'est là où la motivation est différente de se dire bon je vais tuer Ivar, c'est-à-dire qu'il peut toujours changer d'avis, mais s'il part du principe que c'est son destin, ça veut dire que là il fera tout pour y arriver, donc la motivation est tout autre. Et Björn est très content d'entendre, en tout cas déjà ils sont très contents de se revoir, et ça fait plaisir de revoir ces deux personnages là. Tous les deux se posent la question, est-ce que les dieux apprécieraient qu'on tue notre frère? Ouais, c'est pas sûr mais voilà, la question ne se pose que par rapport aux dieux, est-ce que c'est bien ou mal par rapport aux dieux, mais pas parce qu'ils aiment leur frère. Oui mais on l'aime quand même, donc on va pas faire ça, bah non, on l'aime pas et on va le tuer parce que de toute façon c'est un gros crétin fini, on en a marre, et voilà. Donc Ivar va se retrouver effectivement contre ses frères, à voir Roubaix, ce qu'il va avoir à faire là-dedans, mais Lagertha si elle va avoir un rôle là-dedans à jouer. Donc ouais, ça va être quelque chose d'assez intense, mais c'est vrai que le trailer du prochain épisode se base surtout, et c'est là où je suis assez étonnée, parce que quand même il y a une trahison entre guillemets de Hvitserk envers Ivar, et donc normalement la confrontation principale devrait se jouer entre ces deux personnages, et pas entre Björn et Ivar. Alors Björn et Ivar c'est par rapport à Kattegat, mais il y a quand même ce truc de trahison par rapport à Hvitserk, donc je comprends pas qu'on ait juste montré dans ce trailer principalement Björn et Ivar, et que pas du tout quasiment Hvitserk et les autres. Donc je comprends pas, c'est à la limite peut-être tout le monde a autant de raisons de le détester, donc ça devrait être 1 contre 3 et pas 1 contre 1. Je trouve ça bizarre, et en espérant qu'il arrive à rien à Björn, parce que dans Viking tout peut arriver. Donc le final promet vraiment d'être explosif, j'ai hâte de voir ça, j'espère qu'il n'y a pas encore des personnages que je vais aimer qui vont mourir, et en même temps il faut que ça avance un petit peu, et puis ça fait partie de la vie, surtout de cette époque, voilà, la mortalité c'était quand même assez très très présente, hein, on va se le dire quand même. Vu comment Viking peut apporter pas mal de surprises, il peut y avoir des retournements de situation assez fous, et j'espère surtout qu'on répondra à pas mal de questions, parce que bon après il faut encore attendre la saison 6, et j'avoue qu'il y avait déjà pas mal de questions qui sont pas trop auxquelles on n'a pas répondu, donc là si on en fait poser encore d'autres, ça risque d'être assez compliqué, mais en tout cas je pense que ce sera à la hauteur de nos attentes, j'ose espérer du moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et vos théories pour le prochain, pour le season finale de cette saison 5. N'hésitez pas à me dire tout ça, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!